Bonjour, donc Camille, Élise et moi allons aujourd'hui parler du thème des responsabilités. La responsabilité correspond à l'obligation qui incombe à toute personne d'assumer les conséquences de ses actes et d'en répondre devant les tribunaux criminels, pénaux ou civils selon le cas. Il existe plusieurs types de responsabilités, soit criminelles, pénales, civiles, professionnelles, environnementales et administratives. Aujourd'hui, nous allons aborder la responsabilité civile. Plus précisément, les éléments entraînant la responsabilité civile. Donc, tout d'abord, il est important de se rappeler qu'il existe deux types de responsabilité civile, soit la responsabilité contractuelle et la responsabilité extra-contractuelle. La responsabilité contractuelle résulte d'un manquement aux engagements contractuels d'une personne. C'est donc lorsqu'une personne n'honore pas les engagements qu'elle a contractés directement dans un contrat. Tandis que la responsabilité extra-contractuelle résulte d'un manquement au devoir de respecter les règles de conduite qui s'imposent à une personne selon les circonstances, les usages ou la loi. Dans le fond, c'est la responsabilité de toute personne raisonnable de respecter les règles de conduite pour ne pas causer de préjudice à autrui. Quel que soit le type de responsabilité civile, contractuelle ou extra-contractuelle, il existe trois éléments essentiels qui entraînent la responsabilité civile d'un individu, soit la faute, le dommage et le lien de causalité. Donc, premièrement, la faute. La faute, il est évident que lorsqu'une faute est commise, des responsabilités s'ensuivent. Une faute constitue un manquement, une violation à un devoir sur le plan légal, moral ou contractuel qui incombe à chaque individu de ne causer aucun tort à son semblable. C'est justement à l'aide de la jurisprudence que l'on peut établir le critère servant à déterminer s'il y a une faute ou non. Toute personne qui manque à un devoir qui lui incombe et qui ne se conduit pas comme une personne raisonnable et de bonne foi et qui, selon les règles, commet une faute qui engage sa responsabilité, doit absolument la réparer. Comme j'ai dit, toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. Et aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ici à l'encontre des exigences de la bonne foi. L'imputabilité de la faute, maintenant. Il est important de comprendre qu'une faute existe seulement lorsqu'on peut l'imputer à quelqu'un. Cette personne doit, par contre, être capable de discernement, c'est-à-dire qu'elle doit être douée de raison et avoir manqué à ses devoirs. Les tribunaux sont enclins à considérer que c'est à l'âge de 12 ans qu'une personne atteint l'âge de raison et qu'elle est en mesure de juger de la portée de ses actes. C'est aussi à partir de 12 ans qu'un enfant peut être considéré responsable d'un crime. Aussi, les personnes aliénées ou même les personnes, les majeurs protégés sont considérées selon la loi comme des personnes incapables de discerner le bien du mal. Donc, ces personnes ne peuvent engager les responsabilités lorsqu'elles font un acte dommageable. Maintenant, la faute contractuelle consiste à un manquement par une personne à ses engagements contractuels, donc aux obligations stipulées dans un contrat. Par exemple, ça pourrait être une faute d'exécution tardive. Dans le fond, une personne s'est engagée pour finir les travaux de construction des logements pour le 1er juillet. Et à cette date-là, les travaux ne sont pas encore finis. Donc, plusieurs locataires ont annulé leur bail. Donc, ça, c'est un exemple de faute contractuelle. Il existe aussi d'autres types de fautes contractuelles, dont l'inexécution totale, donc ne pas honorer son contrat du tout, l'exécution partielle, donc ne pas exécuter le contrat au complet, mais seulement en partie, et même l'exécution défectueuse. Ça serait comme lorsqu'une personne achète une voiture, par exemple, et que cette dernière est défectueuse, mais que l'acheteur ne le savait pas. Sinon, on retrouve les fautes de type extra-contractuel. Toute personne qui ne respecte pas les règles de conduite qui s'imposent commet une faute extra-contractuelle. Comme j'ai dit plus haut, il faut donc comparer les agissements de quelqu'un à ceux d'une personne raisonnable. Une faute extra-contractuelle peut être la conséquence des actes de la personne. Ici, on peut prendre l'exemple d'une personne qui frappe une autre personne sans raison. Il est évident qu'une personne raisonnable n'aurait pas agi ainsi. Une faute extra-contractuelle peut aussi résulter de la négligence, de l'imprudence ou de l'inhabileté d'une personne. La faute peut aussi être une faute d'omission, donc ne pas faire quelque chose que l'on devait faire.
par exemple, faire un entretien. Ou une faute d'action aussi, avoir posé un geste qui a causé un préjudice, par exemple, un accident d'auto. Pour faire suite à ce que Marie-Félix disait, pour être tenu responsable, on doit faire une faute, mais aussi un dommage. Il y a 6 types de dommages principaux. Donc, ça peut soit être l'évaluation du dommage immédiat, un dommage matériel, le dommage corporel, le dommage moral, des dommages punitifs ou des dommages contractuels. L'évaluation du dommage immédiat, le dommage direct et immédiat peut être réparé. Il n'est pas possible d'indemniser une victime pour un dommage hypothétique ou futur, sauf pour des dommages additionnels. Selon l'article 16.7 du Code civil du Québec, le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation au préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le débiteur et qui en ait une suite immédiate et directe. Selon l'article 16.5 du Code civil du Québec, les dommages additionnels, c'est la possibilité de la victime de réclamer jusqu'à au plus 3 ans des dommages si l'évaluation de sa condition n'est pas possible au moment du jugement. Ça doit aussi être personnel, donc la personne ne peut réclamer pour autrui, sauf si c'est un tuteur. On doit réclamer pour nous-mêmes. Ensuite, le dommage matériel. Vous l'aurez deviné, c'est un dommage causé au bien d'une personne. On doit avoir un expert pour évaluer le dommage, sa cause et la façon de la corriger. Un exemple de ça bien connu, c'est un accident de voiture. On évalue les dommages, puis on paye pour le dédommagement. Ensuite, on a le dommage corporel. C'est la blessure subie par le demandeur et imputable à la faute du demandeur. Le Code civil du Québec ne traite pas de différence d'incapacité, mais la jurisprudence le fait. On peut soit avoir une incapacité partielle ou totale temporaire. Donc, c'est une perte de revenus ou de salaire que peut réclamer la victime. Sinon, c'est une incapacité partielle ou totale permanente. Un médecin va évaluer selon le type de profession, le niveau d'incapacité et va déterminer l'indemnisation jusqu'à la fin de la vie de la victime. Ensuite, le dommage moral, ça a trait aux douleurs, souffrances, troubles et inconvénients subis par la victime, telle la perte de jouissance à la vie, l'atteinte à la réputation à la suite d'injures ou de paroles ou d'écrits diffamatoires. Ça peut être aussi le préjudice esthétique. Donc, si une personne est défigurée, mordue par un chien, c'est un dommage moral. Ensuite, le dommage punitif. Il faut dissuader l'auteur de la faute de répéter les gestes posés ou des autres autour de poser ces gestes. Donc, la loi de la protection du consommateur va vraiment s'axer sur l'effet dissuasif, donc va imposer des dommages-intérêts, tandis que l'atteinte aux droits fondamentaux, on va s'axer sur un aspect plus punitif. Pour ceux qui se demandent ce que sont des dommages-intérêts, ça constitue la compensation financière à laquelle peut prétendre une personne qui a subi un préjudice moral ou une atteinte à son patrimoine, ou les deux à la fois. Ça ne s'applique pas dans tous les cas. L'article 1621 du Code civil du Québec dit que lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder en valeur ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Finalement, le dernier type de dommages, c'est les dommages contractuels. Les dommages dus au créancier qui compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé. Il peut s'ajouter des gains légaux ou conventionnels. Le créancier a le droit à des dommages intérêts en réparation à la perte qu'il a subie ou le gain qu'il a été privé à cause du défaut de son débiteur d'exécuter ses obligations contractuelles. Les dommages-intérêts prévus au contrat ou directement de l'inexécution du contrat. Le Code civil du Québec permet l'ajout d'une clause pénale au contrat permettant d'évaluer les dommages-intérêts liés à l'inexécution de son obligation. Par exemple, si tu engages une entreprise de rénovation chez toi pour refaire ta salle de bain, puis de nombreux travaux ne sont pas exécutés, tu peux faire une poursuite de dédommagement des frais supplémentaires que tu as dû payer pour pallier aux travaux non exécutés. Finalement, le troisième élément pour être tenu responsable, on avait dit qu'il y avait la faute, le dommage, puis finalement, on a le lien de causalité.
qui est la relation immédiate et directe entre la faute commise ou le dommage subi. Donc maintenant, pour l'actualité, nous avons choisi de faire un lien avec le COVID. On a donc choisi de parler de la quarantaine des voyageurs. Depuis l'apparition du COVID au Québec, le gouvernement a mis en vigueur de nouvelles réglementations très sévères aux voyageurs afin de diminuer la propagation du virus, soit une quarantaine de 14 jours obligatoire après avoir voyagé, peu importe si on a des symptômes ou non. Par conséquent, on dira que le voyageur qui ne respecte pas sa quarantaine manquera à sa responsabilité civile, parce qu'un devoir du voyageur en revenant de voyage est avant tout de suivre les règlements mis en vigueur pour protéger la communauté. On dira aussi que c'est une faute extra-contractuelle, car le voyageur ne respecte pas les règles de conduite qu'on lui a imposées. En effet, cette faute résulte de négligence et d'imprudence. Pour que le voyageur soit tenu responsable, il faut qu'il y ait eu dommage. Une personne qui ne respecte pas la quarantaine peut causer du dommage corporel, soit la maladie ou la mort, des dommages moraux, comme de la douleur, de la souffrance, de la perte de jouissance à la vie, ou des dommages punitifs à cause de sa mauvaise foi dans les procédures civiles. Donc, comme on voit à l'écran, si l'on ne respecte pas la quarantaine, tout simplement, on peut avoir jusqu'à 6 mois d'emprisonnement ou 750 000 $ d'amende. Puis, si on entraîne des lésions graves à une autre personne, on peut avoir une amende jusqu'à 1 million de dollars ou un maximum de 3 ans d'emprisonnement. Cependant, pour établir la responsabilité civile, il faut que cette faute ait entraîné un préjudice et que le lien causal entre les deux soit établi. Avec le COVID, c'est très difficile de prouver qu'une personne en particulier ait infecté une autre. Par contre, la jurisprudence prévoit qu'il est possible de présumer un lien causal lorsque le préjudice subi est précisément celui que la loi vise à éviter et qu'il survient lorsque une personne ne respecte pas cette loi-là en particulier. À titre informatif, depuis la mise en vigueur de cette nouvelle réglementation, il y a eu seulement 126 cas donc d'amende à date depuis mars. Puis on a lu aussi qu'il y en avait seulement eu 3 nouveaux pendant Noël. Donc sur ce, on va passer à un caout que Marie-Félix va vous présenter.